Bonjour à tous, alors je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, mais nous on est en train de l'enregistrer en plein dans un débat extrêmement fort dans la société israélienne, un conflit extrêmement fort dans la société israélienne autour de la réforme judiciaire. Ce qu'on va essayer de faire nous aujourd'hui ensemble, c'est de voir qu'il y a quelque chose derrière ce conflit, cette fracture qu'il y a dans la société, que c'est pas uniquement autour de la réforme judiciaire. Et ce qu'on va essayer de proposer ensemble, c'est de voir que peut-être au sein de la pensée juive, au sein de la manière juive de voir les choses, il y a peut-être des solutions à proposer sur cette fracture au sein de la société israélienne. Pour y réfléchir aujourd'hui sur le plateau, on a Yair Rochner et je suis Gabriel Lévy. Bonjour. On commence. C'est quoi, je vais commencer avec cette première question. Est-ce que tu penses vraiment que la crise qu'on voit maintenant en Israël, c'est vraiment sur des questions de structure du régime, sur des réformes judiciaires, sur l'équilibre des forces et les séparations des pouvoirs? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le sujet? C'est sûr qu'à première vue, c'est le sujet. On passe notre temps à voir des différentes propositions du nombre de représentants de la coalition pour pouvoir mettre tel juge ou tel juge, etc. Mais si on regarde de manière un petit peu plus profonde, on sent qu'il y a une fracture plus importante de la société qui a comme base pas uniquement une réforme structurelle. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre et premièrement, c'est important de le dire, pour moi la situation est assez inquiétante. C'est quelque chose qui est pas évident. Ça fait 16 ans que j'habite en Israël, j'ai pas l'expérience d'un niveau de ressenti aussi important dans les différents camps. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les micro-trottoirs. Lorsqu'on voit les gens qui vont manifester aujourd'hui, en particulier la partie plus gauche ou centre-gauche, et qu'on fait un micro-trottoir dans les rues, il y a eu ça évidemment dans pas mal de chaînes de télé, et qu'on laisse la parole à ces personnes-là, et on se rend compte que le sujet n'est pas uniquement la réforme et le changement de structure entre les différents équilibres entre les différents pouvoirs. Il y a une crainte qui est plus profonde. Quel genre de crainte? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est-à-dire, la crainte qu'on identifie, c'est ces personnes-là qui appartiennent en général à une partie plus laïque du peuple, une partie aussi plus libérale, de gauche, etc., se disent on a peur pour l'avenir de l'État d'Israël et que ça aille de plus en plus vers un État qui est un État archaïque, ultra-orthodoxe, moyenâgeux, et on a une espèce de package comme ça de toutes les craintes qui sont véhiculées. Qu'est-ce qui se passe lorsque démographiquement et donc démocratiquement, on voit des partis du peuple qui sont des partis plus à droite ou des partis plus attachés aux traditions religieuses, que ce soit sionisme religieux, que ce soit le monde haredi, on voit que la démographie de ces partis-là, la démographie de ces partis-là augmente, donc démocratiquement, on voit que ça a un impact, et ça crée une crainte extrêmement forte dans le public laïque, et ça nous oblige en fait à réfléchir, à mon avis, à comment on gère une réalité plurielle dans le peuple. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, si je résume 30 secondes, c'est que le sujet, c'est vraiment pas l'organisation de notre régime. C'est vraiment pas quel équilibre il y a entre tel ou tel pouvoir, mais comment est-ce que... Mais c'est un conflit, je pourrais déterminer ça, c'est un conflit d'identité. La face visible de l'iceberg, on va dire ce qui est... c'est un symptôme, je veux dire. Voilà, c'est la face visible de l'iceberg qui est en effet évidemment importante, il faut aussi s'en occuper. Mais il y a quelque chose, et c'est-à-dire que c'est très possible que même si on arrive à une entente sur ce sujet-là, on a quand même un gros sujet qui est le sujet d'une fracture au sein du peuple et de différentes forces au sein du peuple qui ne savent pas bien gérer le débat, le dialogue, comment j'envisage l'autre. Est-ce que je vois l'autre uniquement comme... on va en parler tout à l'heure, mais c'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est que chacun se vit comme Milchemet Bnei Haor face à Bnei Hachocher. Explique le concept. La guerre de la lumière face à l'obscurité. C'est-à-dire où on a une vision extrêmement manichéenne qui est que mon camp représente
l'humanisme, les droits de l'homme, la lumière, etc. Et l'autre camp, c'est le Moyen-Âge, l'obscurité, l'obscurantisme, etc. Et inversement, ça veut dire aussi qu'il faut entendre que nous sommes le parti de la tradition, de la démocratie, de la nation, du sionisme, et les autres, ce sont des post-sionistes traîtres qui progressive woke qui veulent annuler la différence entre les hommes et les femmes et des choses comme ça. On a un véritable problème de comment on gère une pluralité dans le peuple, et on le voit qu'on le gère de manière extrêmement conflictuelle. On va revenir après sur l'analyse peut-être de d'où ça vient et quels sont les facteurs aggravants de cette chose-là, est-ce qu'on a des solutions pour ces choses-là, mais l'angle, de manière générale, de Shofar, c'est voir est-ce que le message juif a quelque chose à apporter à ces questions-là. Alors attends, je veux juste concentrer un petit peu le débat, parce que d'un côté, je veux que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent, que en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne va pas parler de la réforme en tant que telle. Vous voulez se poser des questions de droit constitutionnel, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler non plus des craintes de fond de quelles tu parles, c'est-à-dire la fracture elle-même, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a ici une fracture, et elle est très polarisante, c'est-à-dire qu'on en arrive à des situations dans lesquelles où tout le monde s'insulte, où la tension est très forte, où on parle de quitter le pays, on parle d'arrêter de servir à l'armée, on parle de guerre civile. Donc on est devant une situation qui est... Et ce dont on veut parler vraiment, ce qu'on veut analyser ici, peut-être du point de vue juif, c'est la tension forte et la dissension qu'il y a au sein de la société israélienne. Et comment on gère ça mieux ? Est-ce qu'on a des outils pour gérer ça mieux ? Est-ce qu'il y a une vision qui peut émaner d'une pensée juive qui voit les choses différemment ? Et pour faire ça, on va le faire à partir d'un texte en particulier. Évidemment, on aurait pu le faire de plein de manières différentes, mais on a choisi de le faire à partir d'un texte en particulier qui est assez central et assez important dans la pensée du Rav Kook, qui est un texte dans le livre de Oroth, dans la partie Orothatria, les lumières de la Renaissance, et c'est au chapitre 18. C'est un chapitre assez long, on va pas le faire en entier, on va juste prendre quelques citations. Mais ce qui est important pour moi, c'est le fait de dire que c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté du Rav Kook. La formulation peut-être est une nouveauté du Rav Kook, mais fondamentalement, la Torah et la pensée juive ont une manière de gérer la pluralité. On va le voir dans la simple notion de tribu. On sait que le peuple juif est constitué de 12 tribus. Une grande partie du livre de Bereshit, c'est comment gérer une fraternité, comment gérer des différences, comment faire en sorte qu'au final, les tribus qui ont rejeté Yosef, par exemple, puissent maintenant à nouveau l'intégrer. C'est le simple fait qu'on soit un peuple dans lequel il y ait cette problématique-là d'identité très forte, qui est une identité de tribu. D'accord, il y a une identité de tribu comme s'il y avait des sensibilités différentes de chaque tribu, des rôles différents de chaque tribu, mais pourtant on participe à une même destinée et il y a un rôle qui justement a ce pluriel-là. C'est déjà une certaine vision. C'est déjà une vision de voir une fonction du pluriel. Dans un autre exemple, à mon avis, de cette conception-là, c'est plus dans une vision plus ésotérique de la pensée qu'on voit dans la Kabbalah et dans le Harizal, qui est la problématique du monde du Tohu face au monde du Tikkun. Alors, vas-y, explicite ce genre de concept. Je ne vais pas l'expliquer parce que je ne suis pas capable, mais juste donner quelques grands traits qui, à mon avis, sont intéressants. C'est-à-dire que dans la pensée du Harizal, la première émanation du monde se fait dans quelque chose qui est de l'ordre du Tohu, de quelque chose de chaotique, où différentes forces apparaissent et chacune apparaît seule, prétend à la totalité, ce qui s'appelle Ani Emloch, je vais régner. Chaque force prétend à la totalité et au final, dans le langage du Harizal, elle reçoit toute la lumière et elle se brise. D'accord ? Ça s'appelle Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une espèce de ce premier jet de l'émanation de la création va devoir donner la place à un second jet qui est Olam HaTikkun, qui est le monde de la réparation, duquel on fait partie, où, de manière première, les forces n'apparaissent plus seules, elles apparaissent déjà dans un équilibre entre différentes forces, dans une communication entre différentes forces, et il n'y a pas cette prétention de chacun d'être la totalité. Donc il y a aussi, comme si on nous disait, vraiment, on est dans les textes les plus ésotériques et les plus fondamentaux de la pensée juive, où on nous dit la vérité et l'existence ne se trouvent pas uniquement dans une voie totale, extrême,
mais se trouve dans une mesure, un équilibre, un dialogue, une dialectique entre différentes forces qui communiquent, qui se raffinent l'une l'autre, qui s'opposent, mais il y a besoin de cette pluralité-là. Okay, donc c'est assez fondamental déjà dans la pensée juive. C'est-à-dire le terme que j'aimerais donner à cette idée-là, c'est une vision du pluriel organique. Face à une vision du pluriel qui est conflictuelle, il y a une vision du pluriel qui est organique. C'est-à-dire de la même manière qu'un organisme est constitué de choses différentes, mais qui appartiennent à une même entité, où il y a des rôles à chaque organe, des rôles à chaque membre au sein de ce grand corps, je pense que c'est ça la vision juive de manière générale du pluriel dans le peuple, du pluriel en l'homme, du pluriel dans le monde de manière générale, dans la réalité de manière générale, on a cette vision-là, et on va le voir son application déjà dans la pensée du Rav Kook, qui est assez proche de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais je pense que c'est un prisme de lecture qu'on est obligé d'adopter. Quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de dire dans l'introduction, c'est on est un peu le nez dans le guidon en ce moment. Okay, on est le nez dans le guidon, on est le nez dans Twitter, on est dans une vraie un vrai face-à-face où on se renvoie la balle de manière permanente, où chacun accuse l'autre de tous les maux. Et je pense que le simple fait de prendre 2 minutes et de prendre un peu de recul et de réfléchir à peut-être avec quelques questions métaphysiques, ça met un peu de distance entre. C'est déjà ça. Peut-être que si ça peut apporter un petit peu de respiration à cette problématique-là, je pense qu'on aura déjà fait. Mais je vais revenir à ce que tu as dit, parce qu'il y avait chez Manitou, dans mes souvenirs, une distinction intéressante qu'il appelait le monde de vérité et le monde de réalité. Alors le monde de vérité, c'est ce que tu as appelé plutôt la lumière, c'est-à-dire la vérité simple, divine, peut-être complète, unique, la lumière blanche qui est composée de toutes les couleurs du spectre. Et tu as le monde de réalité qui, lui, est divisé, qui est brisé en différentes parties. Et nous vivons dans le monde de réalité. Ce que disait Manitou, c'est que Dieu crée aussi le monde de vérité et aussi le monde de réalité. Et qu'il y a quelque chose il y a une communication, quelque chose qui se fait pour que le monde de réalité s'approche doucement du monde de vérité. Et c'est très intéressant parce que ça dit une chose qui est, pertinent pour notre sujet, c'est que la vérité, dans sa simplicité, dans sa pureté, elle est trop complexe. On dirait plus l'inverse. Elle est simple à un point qu'on ne peut pas la comprendre. Et donc, on est obligé d'être en dialectique avec les différentes forces qu'il y a dans le monde, les différents éléments qui s'y trouvent. Ça s'inscrit aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, on tend à quelque chose qui est plus juste, plus mesuré, etc. Mais pour ça, il y a besoin d'étapes de friction, il y a besoin d'étapes où justement il y a des face-à-face entre différentes forces et tout. Donc ça s'inscrit aussi dans le temps, cette problématique-là, de la recherche en fait de cette vérité dont tu parles. Alors est-ce que tu peux, c'est peut-être que je vais en profiter pour rentrer dans le texte du Rav Kook, mais comment ça s'exprime, pas forcément concrètement dans le cas dans lequel on est, mais comment ça s'exprime chez nous? C'est-à-dire, d'accord, très bien, on a dit la vérité, c'est composé de beaucoup de choses qui sont parfois contradictoires, dont on a mal à comprendre comment elles rentrent en harmonie. Ok, très bien, on a dit ça, et maintenant? Ok, alors pour ça, je préfère qu'on commence un petit peu à rentrer dans les termes du Rav Kook, parce qu'on va utiliser ces catégories à lui pour analyser ça. Ok, donc on commence le texte de Rotatria au chapitre 18, la première phrase c'est la suivante. Shlosha kochot mitavkim ka'et b'machanenu. 3 forces sont en conflit en ce moment dans notre camp. Donc le Rav Kook parle début 20e siècle, d'accord, lorsque le Rav Kook arrive en terre d'Israël, je rappelle les dates, le Rav Kook c'est 1865-1935, il arrive en Israël au début 20e siècle, et il est face à une société qui elle aussi est... je ne sais pas si on peut parler déjà de société, c'est une proto-société, il n'y a pas encore énormément de monde au début 20e siècle, mais il y a une fracture, il y a des groupes différents, il y a des conflits, il y a un dialogue qui se passe mal, etc. Et donc le Rav Kook dit, déjà on voit 3 forces fondamentales, 3 catégories qui sont en conflit en ce moment dans notre camp, c'est-à-dire dans notre peuple. Amilchama benehem nikeret bioter be'eretz Israël. Ce conflit-là, cette guerre-là, se voit particulièrement en terre d'Israël. Et c'est à la fois quelque chose qui est triste, mais qui est aussi un petit peu réjouissant. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans le fait que, fondamentalement, dans le retour du peuple juif sur sa terre, on doit réapprendre
à gérer une destinée commune. On ne peut pas maintenant juste créer des communautés différentes selon des sensibilités différentes. C'est-à-dire que lorsque j'étais en France, j'appartenais à une certaine communauté, et si cette communauté-là ne me convenait pas, alors j'allais dans une autre communauté. Je pouvais appartenir à un judaïsme uniquement culturel, je pourrais être dans un judaïsme consistorial, je pouvais être... C'est-à-dire qu'au final, l'obligation de gérer un bateau commun, une destinée commune, ça se retrouve ici, d'accord ? Et c'est, on va dire, sur le plan simple, mais le Rav Kook va même des fois utiliser quelque chose de plus métaphysique, le fait de dire, on renaît sous forme d'une même unité, d'un même corps, et donc forcément, l'état de proximité est plus grand, d'accord ? Et donc l'état de tension est plus grand, d'accord ? Il faut souligner que la caractéristique principale de ça, c'est l'État. C'est-à-dire que quand on était en France, si on est aux États-Unis, etc., l'État en général, la politique en général n'appartient pas à la communauté juive. La communauté juive est une minorité négligeable dans ces pays, et en France aussi. Donc on n'a pas ce contrôle sur la politique qui nous permet de dire maintenant nous allons utiliser l'État dans tel but. Alors qu'ici... nous avons toutes les responsabilités des décisions qu'on prend au niveau politique, et ça crée en fait une tension dont, comme ça se voit aujourd'hui, l'État est central. On va utiliser la force de l'État, mais pourquoi faire ? Et là, c'est là que les désaccords ici deviennent extrêmes et s'aggravent parce que les conséquences sont immenses. Clairement. Donc en fait, c'est assez intéressant de dire que dans le processus du retour du peuple juif sur sa terre, dans cette renaissance-là, on doit apprendre, peut-être réapprendre, à gérer en fait cette réalité-là. Peut-être qu'on l'a pas gérée pendant 2000 ans, ou peut-être qu'on la peut gérer pendant 2000 ans. On doit réapprendre cette chose-là. On va dire à une échelle très basse, c'est-à-dire gérer une communauté. C'est ça. Dans une communauté, il y a aussi des pluralités, mais bon, on se retrouve avec Knesset, on s'engueule. Comme tu as dit, c'est sur quel genre de sujet, tu vois. Bon. Ok, très bien, on continue. Aval Peulata mi Peula nimshechet michaya uma bichlal. En gros, le Rav Kook nous dit que ces trois forces-là, qui ont l'air d'être a priori uniquement contextuelles, pour le Rav Kook au début du XXe siècle, il va expliquer quelles sont ces trois forces-là. Il va dire non, en réalité, Peulata mi Peula nimshechet michaya uma bichlal, on retrouve ces trois forces-là de manière générale dans la destinée d'Israël à travers l'histoire. Et il va plus loin que ça. Et en réalité, les racines de ces trois forces-là, on les retrouve, si on est capable de les voir, au niveau de l'identité humaine. C'est-à-dire que fondamentalement, dans l'identité humaine, dans la vie même, il y a cette catégorisation en trois grandes aspirations différentes, en trois grandes sensibilités différentes. D'accord ? Donc là, on a déjà cette première phrase, elle est déjà assez importante. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent l'impression que le conflit, c'est un conflit qui est contextuel, qui a un certain moment, etc. Et le simple fait de dire que non, c'est inhérent au peuple juif, et c'est inhérent même à l'identité humaine, c'est des composantes fondamentales. C'est là ce que Rav Kook va dire, c'est le fait de dire on a besoin finalement de ces trois catégories-là. On a besoin parce qu'elles complètent quelque chose, d'accord ? C'est des composantes qui sont premières et fondamentales. Déjà on a l'autre camp n'est pas juste une erreur de l'histoire, n'est pas juste une dérive de je ne sais quelle idéologie complètement farfelue, débile, etc. Non, c'est-à-dire que tu dois être capable de voir qu'il y a là-dedans une expression à un instant T d'une intuition qui fait partie de l'identité humaine et de l'identité d'Israël. Ok ? Déjà, à mon avis, c'est un point qui est assez important. Ok. Donc maintenant, on arrive à les trois termes, les trois catégories que le Rav Kook dit ici de manière extrêmement succincte. Il les explique peu ici, mais on va essayer de donner une certaine grille de lecture. Je suis pas forcément capable de vous donner la définition la plus juste et la plus précise de ce que le Rav Kook dit ici. Et je pense que de manière générale, en pensée juive et dans la pensée du Rav Kook, le but n'est pas forcément d'arriver à une définition qui est une définition scientifique de chaque catégorie, mais plutôt de comprendre une certaine tendance. Ok ? Yalla, allons-y. Les trois forces. Akodesh, Aouma, Aenoshiyut. Akodesh, donc on pourrait traduire la sainteté. Aouma, le peuple. Aenoshiyut, l'humanité ou l'humain. Ok ? Eleem shojet atviyot aikariot. Voici les trois aspirations, les trois tviot, les trois exigences. Trois exigences chez Achaim Kulam, que la vie même, chez l'Anou, chez le Kol Adam, notre vie du peuple, chez le Kol Adam, et en réalité c'est quelque chose qui est humain, Beizot Surashei Murkavim Mehem. La vie de manière fondamentale est composée de ces trois vecteurs-là, de ces trois tendances-là. Ok ? Et chaque personne, chaque groupe va peut-être avoir une plus grande sensibilité pour
une partie, même si on est capable d'entendre l'autre partie, mais on a peut-être une plus grande tendance vers. Donc venons essayer d'expliquer ces trois termes-là. Combinaison linéaire. Ouais. Voilà, avec, venons essayer d'expliquer ces trois termes-là. À Kodesh, la notion de sainteté, on pourrait essayer de dire, c'est ce qui, dans l'identité humaine et dans l'identité d'Israël, propose une certaine verticalité. Le fait qu'il y a dans l'homme et il y a dans le peuple d'Israël, de tout temps, quelque chose qui ne se suffit pas uniquement d'une réalité de survie, d'une réalité uniquement politique, économique, etc. Mais il y a quelque chose dans l'homme qui cherche une signification, qui cherche un contact avec ce qui nous dépasse, ce qu'on pourrait appeler le me'ever, kodesh en hébreu. C'est une dimension qui est une dimension de séparer quelque chose qui est nifdal, la volonté de toucher quelque chose qui est transcendant. Qui est transcendant, c'est le terme même. Et cette soif-là va évidemment être incarné de plein de manières différentes à travers l'humanité, par plein de spiritualités différentes, et au sein du peuple juif, ça va prendre à certains instants T de l'histoire, ça va s'identifier dans un groupe sociologique qui va mettre au centre la relation avec le divin, la relation avec la tradition juive dans son message spirituel, dans son action mitzvatique, etc. D'accord ? Donc ça... concrètement, ce qu'on pourrait dire ici, que dans notre cas, le mot Kodesh fait allusion simplement à ceux dont la volonté, c'est de respecter la Torah et les mitzvot. Dans notre cas, c'est-à-dire dont le centre de l'existence gravite autour de l'accomplissement des mitzvot et du respect de la Torah. Je veux qu'on garde ce double prisme, c'est-à-dire que là, le Rav Kook nous parle de trois grandes tendances, grandes aspirations qui existent dans l'humain, d'accord ? Et après, plus tard, on va pas le voir ensemble, mais plus tard dans ce texte-là, il va dire, et aujourd'hui, à un instant T, ça existe de manière sociologique dans le peuple, par le public orthodoxe, le public comme ci, le public comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que ça va, maintenant, ces tendances-là vont évidemment s'incarner d'une certaine manière à un instant T. Mais ce n'est pas à dire que, par exemple, même chez les gens qui sont officiellement, on va dire, pas religieux ou pas traditionnels, il n'y a pas une exigence quelque part d'une spiritualité, d'une transcendance, d'une recherche profonde du sens de la vie. C'est une conception fractalienne, ok ? C'est-à-dire qu'en gros, tu peux dire que dans le peuple, tu as ces trois tendances-là, d'accord ? Dans chacun de nous, il y a ces trois tendances-là. Dans l'humanité, il y a ces trois tendances-là. C'est-à-dire qu'au final, on retrouve ce schéma-là un peu partout, d'accord ? Donc il n'y aura personne qui sera cette aspiration de Kodesh de manière 100% et qui est insensible à complètement le reste. Et de la même manière, les autres ne sont pas complètement insensibles à la dimension de proportion. Ok ? Ouais, une question de proportion, une question de sensibilité majeure. Très bien. On continue. Donc on a dit à Kodesh, première catégorie, première tendance. Deuxième, Aouma. Aouma, la nation. Maintenant, la nation comme intuition première. Comme intuition première, y compris dans l'individu. Dans l'individu, il y a une dimension qui dit j'appartiens, je ne suis pas juste un atome, je ne suis pas juste une vie individuelle, j'appartiens à un collectif, je veux œuvrer pour ce collectif, je veux œuvrer pour une destinée qui est une destinée collective. Donc là, à l'époque du Rav Kook, début XXe siècle, on a une résurgence justement dans le peuple juif de cette dimension-là, qui est une dimension qui est extrêmement forte, qui s'exprime de manière extrêmement forte à ce moment-là, de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour construire à nouveau l'identité nationale du peuple. D'accord ? Des personnes qui sont prêtes à quitter souvent des réalités relativement confortable, on a l'impression que ceux qui sont venus en Israël étaient juste en train de fuir des pogroms, etc. C'est pas du tout forcément le cas, pas du tout le cas. Il y a plein de personnes qui sont venues alors qu'ils étaient médecins en Europe et ils sont venus assécher des marais, d'accord ? On a cette réalité, c'est des personnes qui vivent de manière fondamentale le fait que j'appartiens à une collectivité. Ok ? De nos jours, on va pouvoir avoir ce ressenti-là chez des personnes qui vont mettre au sommet de la hiérarchie de valeurs, comment on fait pour maintenir le caractère national du peuple d'Israël, faire attention à quels peuvent être les dangers, les menaces, d'accord, différentes sortes de menaces qu'on a, on n'en manque pas, ok, et réfléchir à la dimension collective, comment on fait pour maintenir ça, ok, très bien, ça c'est Aouma. Et troisième chose, à Enoshiout. À Enoshiout, c'est le caractère humain que le Rav Kook va appeler un peu plus tard dans le chapitre, il va parler d'une espèce d'intuition libérale. D'accord ? Intuition libérale, je ne suis pas en train de parler du mouvement réformé, etc. Je parle d'une intuition libérale dans le sens du libéralisme, dans le sens de
Je vais le définir comme ça. C'est juste pour essayer de saisir la tendance. Je mets la note juste que le mot libéralisme est un mot qui a des multiples significations et qui a changé, transformé, Ok, donc on va essayer. Je vais essayer à travers le temps. J'ai essayé à travers et ce texte et pas mal de textes du Rav Kook qui vont dans le même sens, essayer de définir la chose de la manière suivante. C'est le fait de dire que il y a de manière intrinsèque dans l'humain et dans l'individu, il y a une richesse, d'accord ? Il y a une richesse et on veut pouvoir donner ses chances à cette richesse-là de s'exprimer, d'accord ? Donc ça va être mettre l'accent sur, évidemment, les libertés individuelles, ça va être mettre l'accent sur la dimension, la richesse morale qu'il y a dans l'individu, vouloir qu'elle se développe, vouloir qu'elle grandisse, ça va être mettre l'accent sur la science, la sagesse, la recherche de vérité, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément propres uniquement à la nation d'Israël, d'accord ? C'est des choses qui existent de manière fondamentale dans l'individu, et la volonté de cultiver cette chose-là, de cultiver cette recherche-là, c'est une dimension fondamentale de l'être, d'accord ? C'est une dimension fondamentale de l'humanité de manière générale, et qui existe aussi dans le peuple d'Israël, d'accord ? Ça va se retrouver, le Rav Kook, quand le dit dans la suite du chapitre, il va dire, ça va se retrouver dans le mouvement de la Haskalah, d'accord ? Le mouvement des Lumières juives, qui vont vouloir mettre en valeur l'humanisme qu'il y a dans le peuple juif, la dimension morale, la dimension de quête de sagesse, de quête scientifique, etc. Et évidemment, de nos jours, on peut arriver à identifier une certaine catégorie du peuple qui est extrêmement sensible à ça et qui ne va pas mettre l'accent forcément sur l'aspect d'identité collective, d'identité nationale, mais qui va avant mettre l'accent sur l'individu, sur les richesses de l'individu, sur la culture, sur la science, sur... Ok, très bien. Donc déjà... extrêmement important, on a ces trois catégories-là, on n'est pas en train de les hiérarchiser, de les juger, de dire celle-ci a sa place et celle-ci n'a pas sa place, elles sont fondamentalement et intrinsèquement les composantes de l'identité du peuple d'Israël, d'accord ? Et elles vont s'exprimer de manière majeure chez tel public ou chez tel public, ok ? On laisse à l'audience faire le calcul soi-même de quel public est représenté par quelle force, mais je vais insister sur ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas en train de dire quelle est la structure, la hiérarchie, quelle est la préséance de telle ou telle tendance par rapport à une autre, mais de dire que ce que le Rav Kook qui définit ici, c'est, voilà, il y a trois choses, et ces trois choses-là, elles ont toutes une place. Et maintenant, je te pose la question, si elles ont toute une place, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça rentre en conflit ? Ok, super. Alors justement, là maintenant, on arrive au conflit. Le Rav Kook va nous proposer une grille de lecture qui, en tout cas, moi, ces derniers temps, lorsque je réétudie ce chapitre-là, je trouve que c'est très, très, très juste dans la situation actuelle, où le Rav Kook explique d'où vient le conflit entre ces forces. Okay, pourquoi on n'arrive pas naturellement, on pourrait arriver naturellement à une espèce de vision organique, comme j'ai dit plus haut, une vision organique où lui développe plus ça, lui développe plus ci, etc. De la même manière que, je sais pas, dans une entreprise, tu vas avoir le mec qui est créatif, celui qui est marketing, celui qui est dans les chiffres, etc. Ok, on peut imaginer que de manière assez peaceful, assez paisible, toi tu vas plus développer le côté individu, recherche scientifique, quête morale, etc. Moi, ça va être plus le côté spirituel, transcendance, etc. Tout va bien. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une acceptation par rapport aux différents tenants de ces différentes tendances de façon plus ou moins sensible, que l'autre a sa place et que j'y participe de façon peut-être plus lointaine, mais que tout ça, s'harmonise de façon agréable et tranquille à l'intérieur d'une société plurielle et multiple, et qu'il y a pas qu'il y ait ces trois forces ne crée pas forcément de tension. Et pourtant, on est dans une situation aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, ce sont des conflits qui sont presque millénaires, mais et pourtant, maintenant, on a devant nous une immense tension entre ces différentes tendances. Et alors, la question que maintenant peut-être on va aborder, c'est à quoi c'est dû ? Comment ces conflits naissent ? Comment le conflit naît ? Yesodotave chez la Piroute. Donc je reviens dans le texte. Yesodotave chez la Piroute. Le socle de la fracture. Hibatzdadim ashtiliim shekol koach roe bechavero. Sont dans les aspects négatifs que chaque force identifie dans la force en face. Donc, c'est assez intéressant. Ici, le Rav Kook pose comme axiome le fait que chaque force contient forcément des aspects négatifs. Okay ? C'est-à-dire contient forcément, on pourrait dire, des lieux, des dimensions où c'est aller trop loin. D'accord ? Où c'est déjà plus juste. Où cette sensibilité-là, cette intuition-là, cette catégorie-là,
va, de manière naturelle, aller vers sa propre radicalité, aller vers souvent des domaines où déjà sa sensibilité ne doit pas être la seule à s'exprimer. D'accord ? Va s'étendre au-delà de ce qu'elle doit être. Je reviens rapidement sur ce qu'on a dit à propos du Harizal plus tôt. D'accord ? Cette espèce de volonté que chaque force a de dire Ani Emloch. Chaque force qui prétend à la totalité. D'accord ? C'est quelque chose qu'on retrouve en nous, qu'on retrouve dans notre dimension de l'ego, ou quelque chose qui a une certaine justesse à un lieu précis, va forcément dépasser. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que, ce que Rav Kook va proposer plus tard, c'est que, justement, les lieux où ça dépasse, c'est là où j'ai justement besoin de la force autre, d'accord ? Donc, typiquement, si on parle de nation face à humain, face à Kodesh, etc., bah, c'est important que là, j'ai justement l'autre qui me challenge et qui dise, là, sur ce point-là, déjà, je suis pas d'accord, et il va falloir qu'on trouve un truc, d'accord ? Donc, a priori, ça marche. Mais là où ça marche plus, là où ça devient conflictuel fondamentalement, c'est le fait que chaque force identifie toute la force contraire ou toute la force complémentaire, l'identifie uniquement à travers le prisme de ses excès. Ok ? C'est ça la problématique. Et c'est ça ce qu'on voit de manière évidente. De manière évidente, on voit que chaque force, maintenant, ne voit pas l'autre. Ne voit pas l'autre sensibilité dans son centre de gravité, dans son intuition première qu'elle a à dire, mais elle va l'identifier dans ses extrêmes. Elle va dire « Tu es celui qui dit ça. Tu es celui qui a dit cette citation qui me pose problème. Tu es celui qui a en son sein des radicaux. Tu es celui qui... » D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on identifie tout le groupe. Là, quand je parle au niveau sociologique, on va parler de groupe, mais on peut identifier toute une personne, on peut identifier toute une idéologie, uniquement selon son expression, où en effet, il y a quelque chose qui est négatif, où en effet, il y a quelque chose qui doit se raffiner. Mais la problématique, c'est si je la définis tout entière comme ça. Là déjà, on arrive à un face-à-face qui est un face-à-face total. Au lieu de dire « j'accepte l'intuition première que je vois en toi », je comprends ce qu'elle a et je comprends ce qu'elle a à faire. Je comprends son importance. D'accord ? Sur tel point, on n'est pas d'accord. Ok, parlons-en. Et on peut vraiment ne pas être d'accord. Et au final, on espère qu'il va y avoir une dialectique où les choses vont arriver à s'ajuster. Mais à partir du moment où je s'identifie tout entier comme étant la chose qui me dérange, d'accord ? T'es tout entier celui qui a dit cette citation, t'es tout entier celui qui a en son sein des gens comme ça. Alors on arrive dans une vision hyper manichéenne que j'ai appelé Bnei Haor face à Bnei Hachocher, que j'ai appelé les fils de la lumière face aux fils de l'obscurité. C'est une terminologie qu'on retrouve dans les textes apocalyptiques de la fin de la période du Second Temple, comme les Miglot, Qumran, etc. Où la vision, c'est une vision extrêmement manichéenne. Il y a ceux qui sont porteurs de lumière face à ceux qui sont porteurs de l'obscurité, et c'est ça l'impression que j'ai aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la reconnaissance du fait qu'il y a une intuition autre qui a sa place. Nous sommes les fils de la lumière, et il y a en face ceux qui ont osé dire ça, ça et ça. D'accord ? Je reviens sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est très intéressant, mais c'est-à-dire, au fond, ça revient à la volonté de chaque tribu, chaque groupe, chaque force d'être totalisante. C'est-à-dire qu'il y a un refus de voir que chacun a des frontières. C'est-à-dire, de la même façon que moi, je reconnais celui d'en face comme celui qui n'a pas de frontières et qui veut tout envahir, ça veut dire, et que je ne suis pas capable de reconnaître que moi, j'ai une frontière. C'est en fait le miroir du même problème, c'est-à-dire ni lui ni moi nous sommes capables de reconnaître qu'on a des limites dans lesquelles lui il a sa place et dans lesquelles moi j'ai ma place. Donc il faut que je reconnaisse que moi je suis aussi limité dans ce sens-là. Donc il y a concrètement, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais par exemple dans les catégories du Rav Kook, tu as l'idée orthodoxe, l'idée religieuse, j'ai presque envie de dire individuelle, de chacun doit s'efforcer d'accomplir les mitzvot, d'être fidèle à la tradition, etc. Rentre en conflit avec le développement personnel, parce que tu as appelé la Enoshiout, c'est-à-dire le fait de mon potentiel personnel à moi, qui ne rentre pas forcément dans les cases qui sont définies par la halakha stricte, etc. Et quand ces deux choses rentrent en conflit, souvent on peut voir que le côté religieux ne peut pas voir qu'il ne peut pas s'imposer de façon brutale à tous ceux qui ont des aspirations différentes. Et de la même façon, à l'inverse, on ne peut pas non plus, sous prétexte
que l'aspiration, le potentiel personnel est très important. Dire à tous ceux qui ont des aspirations différentes ou qui veulent volontairement s'inscrire dans une tradition qui les limite, de leur dire vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas organiser des événements hommes-femmes séparés, etc. Donc il y a vraiment, si tu veux, des exemples. Pour moi, un des problèmes, c'est justement le fait qu'on commence la rencontre, entre guillemets, sur les lieux de friction. C'est-à-dire que je pense que tout change si la rencontre que j'ai avec l'autre groupe ou avec l'autre intuition, elle commence par le fait que j'essaie de me sensibiliser au fait qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit. D'accord ? Donc moi, typiquement, on pourrait me catégoriser comme quelqu'un de plus, voilà, dans le domaine un rapport à quelque chose de spirituel, de trucs, etc. Mm-hmm. Moi, faire le travail de voir l'importance, la grandeur, okay, de cette intuition-là, qui est l'intuition de on veut développer l'humain. On veut développer pour moi, c'est pas particulièrement difficile parce que j'ai aussi cette intuition-là en moi, mais on veut développer l'humain, on veut développer la science, on veut développer l'aspect moral de notre société, on veut développer les libertés individuelles, etc. Déjà, commencer, avant d'aller directement vers le lieu où on n'est pas d'accord, déjà commencer par dire j'arrive à voir l'importance et la profondeur de cette intuition-là. Mmh. Et c'est le Rav Kook va dire dans la phrase qui intervient à la fin du chapitre, je vous la lis rapidement, « Be'yedidut hareouya, le'akir be'ayn yafa kol echad et atafkid hachiyuvi shel chavero ». C'est une problématique que le Rav Kook appelle de ayn yafa. C'est un mot qu'on connaît, ayn tova, avoir un bon regard, un bel œil, d'accord ? Alors souvent c'est caricaturé. Merci. Où c'est une espèce de vision kitsch, naïve, où alors que je vois quelqu'un se comporter extrêmement mal, je vais quand même essayer de dire que c'est quelqu'un de bien, etc. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant derrière. C'est le fait de dire, je suis capable de voir le bien dans l'intuition première du groupe qui est en face. Mm. Ok ? Et je suis capable non seulement de voir le bien, mais je suis capable de voir en quoi ça m'apporte. Ça apporte aussi à mon groupe. D'accord ? Et alors, il faut que va aller encore plus loin. Je suis capable de voir que ça oblige aussi à mon groupe, okay, et à ma sensibilité de trouver sa propre limite parfois. D'accord ? Ça va loin. Et ça, okay, c'est dur. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile. C'est pas du tout évident. Ok ? C'est très important. Je veux vraiment pas tomber dans une espèce de truc où on s'annule et on est bisounours, etc. Non. C'est-à-dire que ma sensibilité aussi est extrêmement importante. Et je dois être capable de pouvoir la tenir face à l'autre. Je dois être capable de pouvoir tenir cette intuition première que je dis. D'accord ? Mais la conscience fondamentale, c'est que je ne suis pas face à quelqu'un qui a rien compris. Je suis face à quelqu'un qui exprime aussi une intuition. D'accord ? Où il y a quelque chose de juste qui est là. Voilà en gros le texte du Rav Kook dans Rotatria. Ce que je veux déjà en retenir, c'est la dimension qui est une dimension profondément organique. Profondément, où il y a trois forces fondamentales qui existent, qui nous préexistent et qui vont trouver une certaine expression dans la réalité du peuple d'Israël à un instant T. Et l'identification, et là ça va nous amener directement à mon avis au point d'après dans notre réflexion, l'identification de d'où vient le conflit. Chez les Rav Kook, il dit de manière à mon avis très juste, le conflit vient du fait que je ressens intuitivement, dans le groupe en face, je ressens intuitivement les aspects négatifs. Okay. Parce qu'ils sont menaces, parce qu'ils sont... ok. Et là où le biais se passe, c'est lorsque je pense que l'aspect négatif que j'ai identifié chez l'autre, c'est tout l'autre. D'accord ? Et donc je le vois uniquement comme son extrême. Mm-hmm. C'est là, en fait, à mon avis, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il y a un effort à faire face à ce biais naturel qu'on a. Ok ? Et là, je pense que c'est le moment de passer à... Concrètement, comment ça s'exprime ? C'est-à-dire qu'il y a... Quittons un peu un instant la métaphysique. Ouais. Et voilà, les profondeurs du texte de Rav Kook. Et concrètement, quel phénomène socioculturel, j'ai envie de dire, exprime ces conflits-là. Alors bien entendu, je pense que tout le monde sait, il y a les réseaux sociaux, les médias, la tension même qu'il y a dans la société, la politique, c'est-à-dire même, je pense que tout celui qui a un petit peu
ressent la difficulté ou franchement le dégoût qu'il y a à écouter les politiques, tout le monde s'insulte, c'est un spectacle vraiment navrant. On revient au début, c'est mal géré. Voilà, on gère mal ça. On gère mal au niveau social. Alors est-ce qu'on peut identifier des causes et des solutions concrètes? Comment est-ce qu'on peut, quelqu'un, toi, moi, tous ceux qui nous écoutent, identifier là où effectivement ce transfert se passe, où on commence à passer de j'ai une critique sur l'autre à l'autre tout entier doit être exterminé, détruit et toute son idée est fausse. Comment est-ce qu'on peut identifier ces passages-là et peut-être y proposer des débuts de pistes de solutions? Ok, alors déjà, c'est le simple fait d'y réfléchir, c'est déjà super. C'est-à-dire que pas juste nous, mais ça doit faire partie de la réflexion. C'est-à-dire que là, on est dans une dynamique qui est une dynamique née dans le guidon, où quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as l'impression d'être dans un match de ping-pong où on se renvoie la balle de manière permanente. Ping-pong, t'es sympa, hein. Ping-pong, c'est encore gentil. Ouais. Non, pour donner le caractère automatique. L'un va pointer du doigt tel méfait de l'autre camp, et l'autre va pointer du doigt le méfait de l'autre camp, et c'est un combat de coq. C'est-à-dire que le simple fait qu'on sorte la tête du guidon, qu'on prenne du recul, qu'on réfléchisse, comment avoir une société et un débat qui tombe pas dans ces travers-là, en soi, déjà, c'est top. Alors là, les pistes qu'on m'a données, c'est pas du tout les seules, c'est des réflexions qu'on a en ce moment, entre autres grâce à ce genre de texte qu'on a vu plus tôt, mais le simple fait qu'il y ait une réflexion, c'est en soi intéressant. Déjà, si on va un peu sur les facteurs aggravants, okay, donc il y a une analyse assez intéressante de la polarisation grandissante des sociétés, justement ces derniers temps. Je crois que tu avais des stats assez alarmantes sur la polarisation au sein du peuple d'Israël, et oui, on peut voir qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus important. On peut en citer quelques-unes qui sont intéressantes, que j'ai notées ici. C'est par exemple en 2022, ça c'est des chiffres de 2022, il y a 80% des Israéliens, encore une fois c'est des sondages, hein, donc il faut prendre ça avec un certain grain de sel, mais 80% des Israéliens estiment que la polarisation s'est aggravée ces 3 dernières années, donc à partir de 2019. Il y a d'autres choses, ça c'est juste une chose, c'est-à-dire que la sensation, le sentiment que la société, et la tension dans la société va en s'aggravant, et pour l'immense majorité pense que ça s'aggrave. Il y a... ça c'est une stat assez qui vient des sondages qui s'appellent le Madad Asina, ou le Hate Index d'une association qui s'appelle PNIMA. Et entre autres, par exemple, on voit qu'il y a 50% des non-religieux qui estiment qu'ils ne se sentent pas solidaires du reste. Et il y a qui estiment 49% qui sont, on va dire ça, le truc exact, c'est qu'il y a 49% qui estiment qu'ils sont solidaires. C'est-à-dire qu'il y a 50% qui ont dit non, je ne me sens pas tellement solidaire. Okay. Contre 70% des religieux, il y a 38% des... 70% des religieux qui, oui, se sentent solidaires. Qui, oui, se sentent solidaires. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 30% des gens qui disent ils ont qu'à aller... Ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est quand même un peu grave. Il y a aussi des 70% des gens qui ont expérimenté de la tension et de la polarisation politique dans les réseaux sociaux, dans les médias et dans le discours politique, on va dire comme ça. Et ça, il faut le noter, et c'est peut-être quelque chose qu'on va discuter après, contre moins de 20% dans la vraie vie. C'est-à-dire que souvent, dans la vraie vie, ces tensions ne s'expriment pas, mais elles s'expriment dans tout le débat public, les réseaux sociaux et les médias. Mais c'est quand même immense. C'est-à-dire 70% des gens, je prends plus qu'une personne sur deux que tu pioches dans la rue et veut dire « Ah oui, je me suis fait insulter sur Twitter. Oui, je me sens insulté par tel politique qui a dit ça à la Knesset. » Donc c'est quand même des choses qui sont... Le constat de polarisation et d'aggravation, il est assez... ou en tout cas du sentiment d'aggravation, il est assez important. Et donc, déjà, les facteurs aggravants qui ont l'air d'être assez évidents, c'est déjà le prisme que les médias mettent. C'est-à-dire que il y a une énorme responsabilité, à mon avis, du monde des médias, qui est que, à mon avis, pour des raisons tout simplement de rating, de faire en sorte que les gens cliquent, etc., appuient de manière perpétuelle sur ce qui crée un sentiment.
ce qui crée un ressenti. Ce qui crée, en général, le ressenti qui est le plus accessible, c'est le ressenti de frustration et de colère. D'accord ? Dire, regardez ce qu'on nous fait. Regardez essayer de créer l'indignation et essayer de créer la révolte. Donc, au lieu de mettre les choses dans leurs proportions, de parler du fait que tu as quand même une énorme partie qui est mainstream, etc., et où tout va bien, on va évidemment prendre les aspects les plus choquants de chaque partie, d'accord ? Et donc si on est sur un média qui a une sensibilité à gauche, on va prendre les trucs les plus choquants dans le milieu orthodoxe, ou dans le milieu de droite, etc., ou d'extrême droite et nationaliste, etc. Et pour dire c'est ça l'info. L'info, c'est pas toutes les personnes mainstream qui sont extrêmement loin de ça et qui font plein de choses bonnes, etc. C'est pas ça l'info. L'info, c'est le truc extrême qui s'est passé. C'est ça l'info. C'est en soi un prisme. Nous, on s'est habitué à ça. On s'est habitué au fait que l'info, c'est le truc grave qui s'est passé. Mais qu'est-ce que tu appelles ? Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est une décision de dire que ce qui se passe fondamentalement dans une société, c'est les choses les plus choquantes. Alors qu'elles peuvent être complètement minime au niveau statistique. Au-delà du rating, que je pense qu'il est probablement vrai, il y a aussi, je pense que ça s'inscrit aussi dans ce que tu as dit plus tôt, c'est qu'il y a là, aux yeux de chacun, la guerre du bien contre le mal, la vision manichéenne. Et donc chaque média qui se sent investi d'être le messager de la guerre sainte va finalement utiliser l'information qui l'intéresse pour pousser son propre idéal. Et bien entendu, comme tu l'as dit, à droite comme à gauche, etc., chacun joue avec l'information et joue avec l'émotion de son audience. On dirait pas qui le fait le plus et qui le fait le pire. Ouais, on vous laisse chacun faire des calculs. mais c'est évident que c'est ça qui se passe. Et personnellement, c'est évident que ça se passe autant d'un côté que de l'autre. Du point de vue des médias, après on peut discuter combien a plus de chaînes de l'autre côté. Je pense que c'est des calculs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est évident que aussi la vision manichéenne, elle participe de ça. C'est-à-dire on est en croisade. Toi tu dis il y a une volonté derrière. Moi je dis même s'il n'y a pas une volonté idéologique, le simple fait qu'il y ait une volonté de rating, le simple fait qu'il y ait une volonté de simplement faire en sorte que ce soit entre guillemets intéressant, c'est un biais pour parler de manière permanente de ce qui est frustrant, ce qui crée la colère, ce qui crée le choc, etc. Ce qui n'est pas forcément ce qui se passe pour de vrai. Et donc, résultat, c'est très possible que quelqu'un dont le seul contact avec une certaine population, d'accord, dont le seul contact avec la population du high-tech de Tel Aviv, etc., c'est quelques phrases extrêmement dures qu'ils ont dit pendant une manifestation, etc., alors, c'est ça ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils pensent comme ça. Et de la même manière, des personnes qui n'ont pas de contact avec le monde orthodoxe ou le monde sioniste religieux, etc., et qui voient uniquement l'extrême ou telle citation, etc., qui est oui, en effet problématique, mais je pense que c'est ça ce qu'ils pensent, et je pense que c'est ça ce qu'ils disent, je pense que c'est ça ce qu'ils disent tous. Tu comprends ? Alors c'est terrible, c'est un prisme d'une polarisation terrible. Première chose. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est on identifie clairement des dynamiques qui sont tribales. Parce que j'ai envie d'avoir plus de likes, d'être plus partagé, d'être plus trucs, etc., je vais essayer de rassembler mon camp face à l'autre camp, d'accord ? Et pour faire ça, en général, à nouveau, je vais pointer du doigt les méfaits, les problèmes qui sont chez les autres, etc. C'est le plus facile. Mais c'est une dimension qui est une dimension tribale. Dans les réseaux sociaux, il y a une autre dimension qui est la dimension de la simplification, d'accord ? Ce qui est aussi vrai dans les médias, en fait, et aussi vrai en politique. Bref, on en parlera, à mon avis, une autre fois, du fait que tout doit rentrer dans, je sais pas, il y a combien de mots dans Twitter ? 280 caractères. Tout doit rentrer dans 280 caractères, et donc au final, très compliqué d'avoir une pensée qui va en profondeur, qui est complexe, qui est mesurée, etc. Ça marche moins bien. Les algorithmes ne mettent pas ça forcément en avant. Vaut mieux avoir un discours qui est... Ou même, on va dire, même s'il y a des gens qui peuvent avoir un discours mesuré, etc., les mecs, on les voit pas. Non, mais c'est surtout que ça revient à ce que tu as appelé la dynamique tribale. C'est-à-dire que même ceux qui ont des discours mesurés, avec des compromis, avec des concessions, etc., ils sont souvent vomis par leur camp dans lequel ils s'appartiennent eux-mêmes. Donc, il y avait une très bonne analyse, il me semble que c'est le Rav Sachs qui l'a fait dans son dernier livre sur Morality, mais je pense qu'elle est aussi commune à des gens comme Jonathan Haidt, qui disent qu'en fait le modèle des réseaux sociaux, qui avait démarré sur un modèle, on se souvient de Mark Zuckerberg à l'époque de Facebook, quand il a créé Facebook, où il disait c'était un grand réseau dans lequel les gens vont communiquer, vont partager, etc. En fait, c'est devenu un modèle dans lequel on fait de l'auto-promotion. Et donc, c'est devenu
d'un modèle de connexion entre les gens à un modèle où chacun est en compétition pour se promouvoir et avoir le plus de likes possible. Ouais. Et cette chose-là, elle a donné, en combinaison avec une dynamique de groupe, ça a donné, pour avoir le plus de likes possible et pour augmenter mon engagement, et ben, je vais signaler au groupe auquel j'appartiens, qui est un grand groupe, que je suis de son côté, qu'il a raison, que les autres sont des imbéciles. Et si ce n'est pas des imbéciles, ce sont des démons. Et ainsi. Donc il y a dans les réseaux sociaux, s'amplifie cette idée que pour répondre, pour devenir viral, pour être viral, il faut venir avec cette... Il donne un truc très juste. Il dit, une vraie communication, c'est 2 personnes qui parlent. La pire communication, c'est 2 personnes qui parlent devant plein de gens qui écoutent. C'est le pire truc. D'accord ? Ça, c'est le pire. Alors, le débat télévisé, c'est la pire communication qui existe. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un débat télévisé permanent parce que ces 2 personnes face toujours au monde entier. D'accord ? Et donc, c'est forcément, j'essaie de... J'ai pas le droit de perdre. J'ai pas le droit de perdre. Et 2, j'essaie de faire basculer l'avis du groupe, etc., de mon côté. Donc, je vais pointer du doigt les choses les plus révoltantes chez l'autre, etc. Donc là, on retombe sur vraiment on est en train de dire, on a mis un truc qui est vachement inquiétant. C'est-à-dire le fait de dire que non seulement, comme le dit le Rav Kook, il y a déjà un biais qui est un biais fondamental psychologique de chaque camp, de chaque intuition, d'identifier les aspects négatifs du camp, du camp adverse et d'identifier le camp adverse uniquement selon ses aspects négatifs. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que non seulement ça, mais en plus, les lois du marché, les lois des réseaux sociaux, les lois des médias font que... c'est ce qui marche, d'accord ? Donc, non seulement c'est un prisme, c'est un biais psychologique qu'on a, mais en plus, c'est un biais des outils même de communication qu'on a, d'accord ? De mettre l'accent sur les extrêmes, le radical et ce qui choque, c'est en soi le problème. Donc, on est vraiment sur les choses qui créent de la polarisation. Il y a quelque chose de la... Il y a quelque chose de l'intuition, je veux dire, presque, si tu veux, de s'assimiler soi-même à une personne morale... juste. C'est-à-dire que si on est capable de tout ce qui va nourrir l'idée que je suis du bon côté, que je suis quelqu'un que j'ai raison, pas juste que j'ai raison, mais j'ai envie de dire tout ce qui nous rassure dans le fait qu'on est quelqu'un, qu'on est des personnes morales. Le virtue signaling. C'est pas juste du virtue signaling. Je pense que c'est pas ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que et ça, il me semble, si je peux permettre de le citer, je crois que c'est une analyse qui appartient à Jordan Peterson. Il a dit on essaye tous d'acquérir un certain statut moral en face des autres. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on a un statut moral, c'est-à-dire qu'on est une personne digne de confiance, et ben les gens sont à l'aise de faire du business avec nous, d'échanger. Et ça permet de créer le lien social. Donc le statut moral, c'est quelque chose de fondamental dans notre possibilité à travailler en groupe. Et les réseaux sociaux, quelque part, d'insulter l'autre groupe et de flatter la moralité de son propre groupe, ça permet, c'est une façon une espèce de dérive catastrophique de cet aspect-là, de acquérir du statut social en insultant le prochain. Et en montrant, eux, ce sont des démons et nous sommes les anges et les camps du bien. Ouais. Donc t'as... En plus, il y a un effet boule de neige, on en parlait tout à l'heure. Il y a un effet boule de neige de ces trucs-là. En fait, la polarisation crée polarisation parce qu'au final, ce qui se passe, c'est lorsque je sais qu'aux yeux des autres, je suis caricaturé, je suis démonisé, alors j'ai un sentiment de non-acceptation. D'accord ? Et donc là, on passe déjà dans une modalité qui est plus juste de l'ordre du débat d'idées. D'accord ? C'est je ne suis pas accepté. D'accord ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du ressenti, beaucoup plus de l'ordre du cœur et beaucoup moins le débat d'idées. D'accord ? C'est vous me voyez comme, d'accord ? Vous me voyez comme fondamentalement un obscurantiste, moyenâgeux, etc. Et si je peux faire l'autre côté, vous me voyez fondamentalement contre un moins bon juif, ce qui s'appelait le caddie vide, à l'époque, ceux qui viennent sans spiritualité. Donc il y a aussi... Attends, c'est-à-dire que la problématique en fait, de ce débat qui pourrait être un débat d'idées, en fait, va prendre un socle et une profondeur qui est beaucoup plus de l'ordre du ressenti, de l'ordre de la est-ce que je suis accepté, est-ce que je suis pas accepté, etc. Et ça fait un effet boule de neige qui à mon avis est très problématique. Et ça nous amène justement à des possibles pistes de solutions, c'est un grand mot, mais on va dire d'assainissement de nos sociétés. Ok ?
À nouveau, je vous invite chacun à y réfléchir de votre côté et proposez-vous aussi vos pistes. Voilà ce à quoi on est arrivé en gros. Premièrement, c'est une prise de conscience de notre propre prisme, de notre propre biais. D'accord ? C'est-à-dire être conscient que le fait d'identifier tout un groupe, tout un parti, toute une sensibilité uniquement d'après ces extrêmes, uniquement d'après telle phrase qui a été mal dite, uniquement d'après tel méfait, c'est un biais. D'accord ? Et c'est pas juste. Et si on veut aller encore plus loin, être capable d'aller dans une conception où, plus de l'ordre métaphysique, le fait de dire, en faisant ça, tu passes à côté du fait qu'il y a quelque chose de juste et d'important dans le fait qu'il y a un autre organe, en fait, qu'il y a une autre sensibilité. Et c'est important pour toi, c'est important pour le collectif. D'accord ? Déjà, une prise de conscience de ce prisme-là, et on va dire même quasiment se retenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est... Je le vois, genre je vois sur Facebook, sur Twitter, et ça, j'ai envie de dire aux gens, vous avez vu quelque chose qui est révoltant. Pourquoi c'est ça dont vous allez parler ? Il y a plein d'autres trucs à dire. D'accord ? Le fait qu'on passe notre temps à mettre l'accent sur ce qui est révoltant, c'est en soi le problème. On fait comme si c'était ça le débat. On fait comme si c'était ça la réalité. La réalité, c'est que je suis face à ceux qui ont dit ça. Non, t'es pas face à ceux qui ont dit ça. D'accord ? T'es pas face à cet extrême-là. C'est le plus facile, ça nous vient ça nous brûle les doigts devant le clavier, d'accord ? Lorsque t'es face à quelqu'un qui dans une manif va dire, je sais pas, dans une manif il y a eu une dame qui représente, j'imagine, voilà, le monde plus laïque, etc., qui a fait une comparaison au nazisme, etc., en disant que Yariv Levin, parce qu'il avait les yeux bleus, lui rappelait les Aryens, etc. Genre, t'as qu'une seule envie, c'est de dire, mais c'est quoi cette folie ? Genre, directement, je la mets, je la partage, et je dis à quel point c'est des oufs en face. Mais t'es une partie du problème lorsque tu fais ça. Parce que tu dis, en fait, c'est ça ce qui se passe. Fondamentalement, ce qui se passe, c'est les extrêmes. Alors que non. Ok, cette personne-là, en l'occurrence, c'est pas sa meilleure sortie apparemment, et peut-être que c'est pas forcément la personne qui est la plus représentative. Pourquoi le prisme, c'est que directement c'est ça l'autre camp. Ça c'est on doit développer une allergie. On doit développer une allergie à un discours qui met en exergue uniquement les méfaits des autres, uniquement les extrêmes, uniquement la chose qui est mal sortie, qui s'est mal passée, etc. D'accord ? C'est hyper intéressant. Moi, je parlais hier avec quelqu'un, je lui parlais de telle personne politique, il me disait, la seule chose qu'il pouvait me dire de cette personne-là, c'était ses mauvaises sorties, ses mauvaises phrases. D'accord ? Pas ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un maintenant qui s'était... Enfin, moi, en l'occurrence, pour cette personnalité politique, je me suis fait des podcasts, genre j'ai écouté des podcasts de 2 heures à plusieurs reprises pour comprendre qu'est-ce qu'il dit de manière générale. Quand il parle de manière posée, qu'est-ce qu'il dit ? À quoi il pense ? Très recommandé. Écouter les gens dans des podcasts de long format. C'est une bonne chose. Plutôt que... Non, c'est celui qui a dit ça et c'est celui qui a dit ça. Et c'est tout. Et donc, il est rentré dans la catégorie des bnei achrosh dans la catégorie de ceux qui ont tout faux et qui sont archaïques, qui sont moyenâgeux, etc. C'est-à-dire qu'il faut analyser qu'on a ce biais-là et développer une allergie pour ça. Première idée. Deuxième idée, c'est rechercher des rencontres apolitiques et directes. Que ce soit au sein de nos familles, que ce soit au sein de notre travail... Puisque on a dit que en réalité le débat idéologique à un moment ou à un autre il va devenir quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du ressenti, quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de je me sens pas accepté, je me sens haï. Si il y a un terreau extrêmement fort de liens, comme il y a dans une famille. Dans une famille, tu as des discussions et tu as des choses où on n'est pas d'accord, mais le terreau est tellement fort humainement. D'accord ? Et on a le même humour et on s'entend bien sur plein de choses, etc. Mais ok, d'accord, sur tel point, on n'est pas forcément d'accord et on en parle, etc. Mais le terreau, il est extrêmement fort. D'accord ? Donc ça empêche la polarisation d'arriver. Donc il faut vraiment réfléchir à comment faire... On a un vrai problème de la place du politique. D'ailleurs, la place du politique dans une société démocratique, ça fait qu'on est on passe notre temps, en fait, à être dans une campagne permanente. D'accord ? On passe notre temps à nous dire votez pour nous, votez pour nous, votez pour nous. Et donc en gros, la place du politique est extrêmement importante. D'accord ? La place du conflit, donc finalement, est extrêmement importante. Il n'y a pas que. La personne que j'ai en face, c'est pas juste le fait qu'il pense ABC sur tel sujet. C'est plein d'autres choses.
C'est plein d'autres choses. Sa femme a accouché récemment, comment font les enfants, etc. Il y a plein d'autres choses. Et ça fait aussi partie de la personne. L'autre n'est pas juste une caricature d'un certain monde de pensée. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu, parfois, j'imagine, esquiver le problème? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a des dissensions sur telle ou telle chose, mais tu sais quoi, on va pas en parler. Est-ce que c'est ça que tu dis? Non, c'est pas ça ce que je dis. Je dis pas qu'on va pas en parler. Je dis que c'est important de voir que pour qu'un débat marche, et pour qu'une discussion marche, en général, ça se fait lorsqu'il y a un tissu d'estime mutuelle, d'affection, etc., qui est déjà posé. Et alors, à partir de ça, ok, on peut avancer. Mais si la base, c'est que je t'imagine comme soit débile, soit je t'ai démonisé, soit je pense que toi, tu me hais, d'accord ? C'est foutu. C'est-à-dire qu'au final, on est que dans quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus profond et pas juste idéologique, qui sont des sentiments vachement viscéraux. Pour qu'un débat soit productif, il faut qu'il y ait une espèce de terreau commun ou une espèce de respect mutuel qui, lui, ne se construit pas avec les idées. Il se construit avec quelque chose qu'on partage. Ça peut être, je sais pas moi, une culture, des principes, des choses de base, une histoire, un destin, des choses que je pense que 80-90% de la société israélienne partagent, et éventuellement, si ce n'est que l'histoire, et même ceux qui sont pas traditionnels, la tradition, la langue, un certain... je sais pas moi, il y a plein de choses auxquelles on peut penser, et je suis d'accord avec toi. Peut-être juste, il y a besoin que les gens, plutôt de se rencontrer à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, de se rencontrer en vrai, de redécouvrir le terreau qu'il y a commun, et à partir de là, aborder les désaccords, et à partir de là, avoir un débat qui peut-être sera productif, et à partir du respect mutuel qu'il y a, on pourra peut-être découvrir où est-ce que les frontières de chaque principe, où est-ce que les frontières de chaque idée se placent. Ouais, c'est une vraie problématique. Dans la Torah, il y a la problématique de Ahavat Israël, de Ahavat Rinam, de Lotisna et Achicha Bilvavecha, l'interdiction de haïr, et ça, c'est comment tu crées un tissu sain d'une société où il y a une fraternité fondamentale, basique, de si ça va mal pour toi, je t'aiderai, etc. Et ok, après, quand on aura des désaccords, on y arrivera. Ok, très bien. Troisième point, troisième piste. C'est ce qu'on pourrait appeler je sais pas comment dire, le packaging, en fait. C'est-à-dire que c'est le fait que lorsque je suis face à quelqu'un d'autre, ou je suis face à un groupe, d'accord, la tendance naturelle, c'est d'annuler totalement sa conception, sa vision, et directement de la faire rentrer dans un listing caricatural. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas face à quelqu'un qui a plein d'avis, une complexité de pensée, etc. Non. À partir du moment où je sais qu'il a voté un tel, ou à partir du moment où je sais qu'il fréquente tel genre de truc, ou qu'il appartient à telle réalité sociologique, d'accord ? J'ai déjà mon artillerie prête ça veut dire qu'il est fasciste, homophobe, ultranationaliste, etc. Ou dans l'autre camp, ça veut dire qu'il est woke, post-sioniste, privilègue, etc. D'accord ? Auto-antisémite, c'est le nouveau truc, ouais. Au final, c'est-à-dire que c'est une manière, en fait, d'annuler la personne qui est en face et d'annuler le camp qui est en face. Et s'il y a une chose qu'on a dit avec le texte du Rav Kook, c'est il y a dans l'intuition en face quelque chose, d'accord ? Après, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais il y a dans l'intuition en face quelque chose, d'accord ? Donc le rapport premier, c'est déjà un travail que je dois faire de dire okay, je vois qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis, je peux y être sensible, d'accord ? Après, on n'est pas d'accord sur ça. Mais ce qui se passe maintenant de manière générale, comme on est dans cette vision hyper manichéenne, hyper tribale de je représente la lumière, tu représentes l'obscurité, alors je suis persuadé que l'autre, à partir du moment où il a dit ça, d'accord, alors il a aussi dit ça. J'ai vu, on en parlait tout à l'heure, j'ai vu un homme politique que, a priori, j'estime, d'accord, qui est centre droit, etc., qui parlait d'un homme politique du monde sioniste religieux et qui disait, je vais vous expliquer en fait c'est quoi son idéologie. Et son idéologie en réalité, c'est qu'il faut faire advenir la guerre de Gog ou Magog, et donc il faut faire des trucs hyper extrêmes. Et que je dis, waouh, c'est un mec qui a l'air d'être relativement... La vision apocalyptique. C'est quelqu'un qui a l'air d'être relativement sensé et capable de penser que l'autre pense ça. C'est de la folie en fait. C'est vraiment compliqué. Alors comment on va régler le problème ? Et ça vient de ce biais-là, qui est que
à partir du moment où j'identifie quelque chose qui me dérange chez l'autre, directement, je vais lui plaquer un packaging. Je vais lui plaquer toute une série de ce que moi je considère être obscurité. Et donc l'autre n'est que ça. D'accord ? Là, à partir de ce moment-là, on a loupé l'histoire. Je vais aller plus loin dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui, à mon avis, né de ce qui s'appelle la politique d'identité, la politique de l'identité, identity politics, comme ils disent en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement ? Qu'on a quitté le débat d'idées. On a quitté le désaccord fondamental qu'on a sur peut-être la hiérarchie entre différentes valeurs ou entre différentes priorités. On n'a pas la même priorité, mais on essaie de trouver un compromis pour vivre ensemble. On a quitté ce débat-là pour rentrer dans un conflit d'identité et de groupe. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter ce que tu as à dire, au lieu d'écouter la critique que tu me fais ou la proposition, l'idée en général, je dis, si tu es dans l'autre camp, je sais qui tu es, même si tu dis le contraire, je sais qui tu es. Je sais que au fond, ton intention, ce n'est pas de réparer de réorganiser le système judiciaire dans le bon sens. Je sais que ton but, c'est de détruire l'État d'Israël en le transformant en ultra-orthodoxe, etc. Et de l'autre côté, on n'écoute pas même les gens, si on veut, qui sont mesurés et qui vont dire quelque chose de peut-être sensible, nuancé, avec une critique précise et qui acceptent d'autres choses, qui sont vraiment dans le discours, même eux, on leur dit non. On plaque en fait. Je sais, malgré tout ce que tu dis, je ne te fais pas confiance. Il y a un soupçon fondamental qui dit, je sais qui tu es celui qui veut me détruire, et tu es celui qui me hait, et tu es celui qui veut faire de moi une esclave. Pour ceux qui ont vu les images, images des manifestations des femmes en rouge là. Comment ça s'appelle en anglais? Homemade Tale. The Handmaid's Tale. J'ai pas vu la série, mais enfin bref. Il y a c'est bien entendu, et j'insiste ici, c'est bien entendu des deux côtés. On est rentré dans une politique d'identité où on dit vous êtes les Ashkénazes blancs privilégiés du high-tech qui sont tous riches et qui viennent se battre pour et qui viennent juste défendre leurs petits privilèges personnels. Et la convergence de cette façon de faire de la politique américaine et des désaccords fondamentaux qui existent, les désaccords fondamentaux créent en fait toute cette émotion de haine, etc., où personne s'écoute et tout le monde s'insulte. Ouais. Donc sur ce ton positif, non, bien, on fait quelque chose de positif avant de partir parce que ce qu'on a essayé de faire en fait ensemble, c'est déjà dans un premier temps de proposer une alternative à travers ce qui est ici la pensée du Rav Kook, mais je pense que de manière vraiment générale, c'est la pensée de la Torah, qui est ce qu'on a appelé un pluriel organique. Il fait de dire que on n'est pas dans un face-à-face tribal, on n'est pas dans un face-à-face qui est uniquement conflictuel, on est déjà dans une conscience d'une pluralité, qui est une pluralité dont on a besoin. J'ai besoin qu'il y ait des gens qui aient cette sensibilité, et j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui aient ma sensibilité aussi, et les frictions qui vont exister sont des frictions qui permettent au final à chaque force de s'ajuster. C'est la base en fait. C'est-à-dire, si on arrive à faire entrer dans notre conception une conception de pluralité organique, à mon avis, on aura déjà gagné énormément de choses. Une fois qu'on a dit ça, on est rentré un peu plus de manière concrète dans les constats, les facteurs aggravants et les pistes qu'on pouvait proposer. Je reviens rapidement sur les pistes qu'on a données. Essayer de développer une allergie par rapport à tout discours qui veut prendre uniquement l'extrême et en faire le tout. Et même en nous, être conscient de ce prisme-là qu'on a et être capable de voir une autre force dans son centre de gravité et pas juste dans son extrême. Rechercher des rencontres directes et faire en sorte que le tissu social soit pas uniquement politique et pas uniquement conflictuel. Et la troisième chose, c'est ne pas annuler, ridiculiser la partie adverse et lui plaquer tout un univers de conception obscure par le simple fait que j'identifie directement qu'il appartient à telle autre tribu. Voilà des pistes. Voilà où on en est au niveau de la société israélienne. C'est important de signifier que moi, je vois beaucoup de très très belles initiatives qui sont en train d'émerger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait mal, et ça montre quelque chose. Je pense qu'on est une société qui est à mon avis plus saine que ce que je vois aux États-Unis ou dans plein d'endroits. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une fraternité, il y a une destinée commune qui est très très forte, qui fait qu'on n'a pas envie du tout de se fracturer autant. Mais
Mais le challenge est grand. Le challenge est grand parce que les facteurs aggravants sont grands et parce que le grand écart idéologique est grand. Donc, il y a plein de belles choses qui sont en train de sortir. On a essayé de donner notre petite voix aussi sur ces questions-là et voir si on arrive à mon avis, vraiment, ça va se passer dans les générations dans lesquelles on est, quoi. Si on arrive à gérer une autre manière de débattre, de gérer le pluriel qu'il y a dans le peuple, si on arrive à trouver ce système-là, ce sera une avancée majeure, quoi, non, pour le peuple juif de manière générale. Donc bon, on est en plein dedans. C'est pas facile, c'est pas joli, ça bouge beaucoup, mais on espère. Sur cette note optimiste. À très vite. On espère vous retrouver pour d'autres podcasts et on vous invite à suivre Chauffard sur les différents réseaux sociaux. À très vite.